S'il y a une femme dans l'histoire qui a été une légende, même de son vivant, c'est bien Cléopâtre. Nulle femme dans l'Antiquité n'eut autant de pouvoir de persuasion, de séduction. Par son charme, sans combattre, elle a fait la conquête des conquérants. Et quels hommes! Deux hommes exceptionnels, les plus puissants de ce monde, deux hommes exceptionnels qu'elle aimera. Oui, c'est le cas. Et Jules César et Antoine lui feront l'amour et des enfants. Mais commençons d'abord par l'époque où Cléopâtre était une enfant. Si l'Égypte est gouvernée par des Grecs depuis Alexandre le Grand, Cléopâtre sera la seule de cette dynastie qui parle égyptien. Elle le doit sans doute à sa mère égyptienne, mais concubine de son père. Son père, Ptolémée V, n'avait eu qu'une fille, Bérénice. On est vraiment chez les Grecs. Bérénice, qui réussissant un coup d'État contre son père, l'oblige de demander de l'aide à Rome pour retrouver son trône. Cela se reproduira, on le verra, pour Cléopâtre. Comme dans les tragédies grecques où il n'y a pas un survivant à la fin de la pièce, le père de Cléopâtre fera assassiner sa fille Bérénice. Son père associe Cléopâtre au règne. Corrégence à l'égyptienne, on ne sait. Elle a 18 ans, mais ce dont on est certain, c'est qu'il mourra quelques mois après. Le pouvoir est alors partagé entre elle et son frère. Deux à la tête, c'est toujours un de trop. Cléopâtre doit fuir l'Égypte. Elle lève une armée pour reconquérir le trône et fait appel à Rome, comme avait fait son père. Rome, c'est Jules César, qui justement poursuivait Pompée. César arrive à Alexandrie, s'installe au palais, demande à Cléopâtre d'y venir, secrètement par prudence pour sa sécurité. Et c'est pour cela qu'elle s'introduit dans le palais, cachée dans un tapis, scène légendaire déjà, théâtrale, hollywoodienne. Le frère est furieux de la présence de sa sœur, mais César tranche en faveur de Cléopâtre et la rétablit sur le trône, en corrégeance avec son frère qui a 15 ans, ce qui n'empêche pas ce frère de trahir encore tout le monde avec son autre demi-sœur Arsinoé, pleine grecque toujours, et il meurt noyé, mais passons. César est à Alexandrie, seul avec Cléopâtre. On le réclame à Rome, il n'a pas la moindre envie de rentrer et donne des prétextes variés. Vend défavorable, crédit bancaire récupéré, alors qu'il n'y a que Cléopâtre, et les amours de César et Cléopâtre naissent Césarion, petit César, dès l'année suivante. Sur ordre de César, Cléopâtre est mariée à son autre demi-frère, mais ce n'est pas grave, il a 12 ans. César doit partir pour établir l'ordre et il invite Cléopâtre à Rome. Il ne peut se passer d'elle. Il a 50 ans, il est le maître du monde, elle en a 20. Cléopâtre, reine d'Égypte, puissance militaire et grenier à blé du monde antique, arrive à Rome avec leur fils. César l'installa avec toute sa suite dans le plus splendide palais de la ville déjà éternelle. Les fêtes en l'honneur de César commencent avec le triomphe pour la campagne des Gaules, où Cléopâtre voit Vercingétorix s'enchaîner. Puis le triomphe pour la bataille d'Alexandrie, où Arsinoé a enchaîné et gracié grâce à l'intervention de sa demi-sœur Cléopâtre. Enfin, un troisième triomphe et des fêtes continuelles. Banquet de milliers d'invités. César n'a jamais été vu ivre à un banquet, et tous disent que son éducation est parfaite. Arrive alors un geste inouï de César, en faveur de la femme qu'il aime. Geste officiel. Il fait placer une statue dorée de Cléopâtre dans le sanctuaire de Vénus à Rome. Vénus, déesse de l'amour. Ah, la statue de Cléopâtre est placée dans le temple de Vénus Génitrix. Vénus, dont proclame descendre Jules César. César, fils de Vénus, vivant avec la Vénus vivante. Jules César, qui sera même divisé par la suite, forme avec Cléopâtre le couple le plus puissant du monde. Jules César est à son apogée. Il a le pouvoir sur le monde connu. Il a l'amour de la plus belle femme du monde. Suétone dira que Cléopâtre est la plus grande passion de César et que César aurait même voulu qu'Alexandrie soit nouvelle capitale de la République. Mais le plus célèbre des Romains est assassiné et ses ennemis prennent le pouvoir. César n'avait jamais eu peur de rien. Et lorsqu'il est enlevé par des pirates qui fixent sa rançon à 20 talents d'or, un talent c'était 30 kilos, Jules César, qui a alors 21 ans, déclare hautement valoir 50 talents et promet de revenir exécuter les pirates après sa libération, ce qu'il fait effectivement. Voilà l'homme que l'on vient d'assassiner au Sénat. Cléopâtre retourne à Alexandrie avec leur fils, tandis que Rome retombe dans ses guerres internes de pouvoir. D'Égypte, Cléopâtre envoie par mer 4 légions aux partisans de César, dont Marc-Antoine. Marc-Antoine qui a reconnu son fils Césarion comme roi d'Égypte, Césarion a 3 ans.
Mais la flotte qui les transporte est victime d'une tempête, et Marc-Antoine, que nous allons appeler maintenant Antoine, convoque ses alliés, dont la reine d'Égypte, à Tars, sur les côtes de l'actuelle Turquie. La reine d'Égypte arrive dans un navire splendide, en partie doré, aux voiles pourpres, honneur du pouvoir, ce qui ne s'était jamais vu. Cléopâtre comme une divinité sous un dais d'or. Son équipage est composé de belles femmes habillées en nymphes, en néréides et d'enfants déguisés en amour. Une foule immense accompagnait Cléopâtre et l'on accourait de toute la ville pour jouir d'un spectacle si extraordinaire. Le peuple qui était sur la place s'étant précipité au-devant d'elle, Antoine resta seul dans le tribunal où il donnait audience. Et le bruit courut partout que c'était Vénus qui, pour le bonheur de l'Asie, venait masquer chez Bacchus. Antoine envoya sur-le-champ la prier à souper, mais sur le désir qu'elle témoigna de le recevoir chez elle, Antoine se rendit à son invitation. Il trouva chez elle des préparatifs dont la magnificence ne peut s'exprimer, mais rien ne le surprit tant que l'immense quantité de flambeaux qu'il vit allumer de toutes parts et qui, suspendus au plancher ou attachés à la muraille, formaient avec une admirable symétrie des figures carrées et circulaires. De toutes les fêtes dont l'histoire nous a conservé de détails, on ne connaît pas de si brillante. Écrit 100 ans plus tard, Plutarque, peu coutumier aux compliments. Marc-Antoine est beau comme Hercule, et Dieu sait s'il en a profité dans ses jeunes années. Il est aussi exceptionnellement courageux dans les batailles. Commence alors une passion de 11 années, la plus célèbre de l'histoire depuis plus de 2000 ans, Antoine et Cléopâtre. Antoine suit Cléopâtre à Alexandrie, où ils passent ensemble l'hiver. Mais Antoine doit rentrer à Rome, obligé de faire la paix avec le maître de Rome, Octavien, fils adoptif de Jules César. Pendant ce temps, à Alexandrie, Cléopâtre met au monde des jumeaux, Alexandre et Cléopâtre. Alexandre Hélios, Hélios pour le soleil, et une fille Cléopâtre Sélénée, Sélénée pour la petite fille de Vénus qui enfanta Bacchus de ses amours avec Jupiter. Symboles éloquents. Les deux amants se retrouvent enfin après cette séparation à Antioche, et à l'automne, Cléopâtre met au monde à Alexandrie un troisième enfant d'Antoine, un garçon Ptolémée. Et ils seront officiellement mari et femme et ne se quitteront plus jamais. L'Arménie, la Médie font acte d'allégeance. Antoine célèbre un triomphe à Alexandrie avec Cléopâtre. Cléopâtre ne s'habille plus qu'en déesse Isis. Depuis la cérémonie de la donation d'Alexandrie, dans la grande parade, elle trône en Isis et Antoine en dieu Bacchus. Et c'est vraiment aussi Vénus et Mars sur terre, tout pouvoir et toute puissance. Cléopâtre, qui était aussi le nom de la sœur d'Alexandre le Grand, s'est autrefois adjoint l'épithète de Philopator, qui aime son père. Mais dans le contexte de renouveau politique, elle ajoute Philopatrice, qui aime sa patrie, car elle aime l'Égypte et renoue avec les rites anciens pharaoniques par la naissance de son troisième enfant avec Antoine. Antoine qu'elle ne quittait ni jour ni nuit. Elle jouait, buvait, chassait avec lui. Il assistait même à ses exercices militaires et elle parlait dans leur propre langue aux Éthiopiens, aux troglodytes, aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens, aux Mèdes et aux Parthes. Ils sont inséparables dans la vie et veulent l'être dans la mort. On parle même de la construction à Alexandrie d'une tombe monumentale à l'égyptienne. Lors de la donation d'Alexandrie, Cléopâtre est proclamée reine des rois. Antoine désigne leurs enfants héritiers des provinces orientales de l'Empire et le titre de roi des rois est décerné à Césarion, mais est-ce pour le placer sur le trône de Rome? Octavien, pour asseoir son pouvoir à Rome, vient tout simplement de se faire appeler fils divin, car il vient de faire diviniser Jules César. Mais c'est une arme à double tranchant, car il n'est que le fils adoptif, et Césarion le fils de César. Antoine est le plus puissant. Il dispose d'une armée, d'une flotte et de royaumes vassaux, l'Égypte bien sûr, et aussi la Judée. Cléopâtre allait-elle réussir aussi à laisser l'indépendance à son pays et redonner à son royaume la prospérité et l'éclat de sa gloire passée? Antoine et Cléopâtre se rendent alors en Grèce. Est-ce pour aller en Italie? Est-ce pour placer Césarion, seul fils naturel et légitime de César, à la place d'Octavien, fils adoptif? Alors Cléopâtre serait vraiment reine des rois et ses enfants régneraient sur tout le monde antique. Antoine et Cléopâtre arrivent en Grèce à Samos et y donnent de somptueuses fêtes.
En mai, il s'installe à Athènes. Antoine décide alors de divorcer d'Octavie, sœur d'Octavien, qui lui avait fait épouser politiquement, rompant ainsi le dernier lien existant avec Rome. C'est une déclaration de guerre. Mais Octavien, c'est le futur empereur Auguste. Il y a la bataille d'Actium, la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre est battue. Ils parviennent à prendre la fuite grâce à l'intervention de la flotte de Cléopâtre. Cléopâtre met immédiatement Césarion à l'abri, à Méroé en Nubie. Antoine est de retour à Alexandrie. On lui annonce le suicide de Cléopâtre. Fou de douleur, Antoine ne pense qu'à la rejoindre et décide de mourir. Il se jette sur son épée. Il a 53 ans. Mais c'était une fausse nouvelle, et arrive Cléopâtre. Scène déchirante que l'on imagine, Antoine mourant transporté par Cléopâtre dans son propre tombeau. Octavien entre alors aussi dans Alexandrie. Contre toute attente, il autorise Cléopâtre à donner des funérailles à Antoine. Elles seront somptueuses. La cérémonie est organisée avec magnificence par Cléopâtre. Une semaine après la mort d'Antoine, Cléopâtre rentre dans ses appartements. On raconte qu'elle se fait porter un panier de figues contenant des serpents venimeux. Cette version est la plus courante, mais admettra même Plutarque, personne ne sait la vérité. Car on a dit aussi qu'elle portait toujours du poison dans une épingle à cheveux creuse, et qu'elle cachait cette épingle dans sa chevelure. Cependant, aucune tache ni aucune autre marque de poison n'apparut sur son corps. Certains affirment que l'on aperçut sur le bras de Cléopâtre 2 piqûres légères et peu distinctes, et que c'est à ce rapport, semble-t-il, qu'Octavien ajoute à foi, car à son triomphe à Rome, on porta une statue de Cléopâtre avec un serpent attaché à son bras. On écrira: la mort de Cléopâtre fut prompte, car les gens de César trouvèrent les gardes à leur poste, ignorant encore ce qui venait de se passer. Ils ouvrirent les portes et la trouvèrent sans vie, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses habits royaux. De ces 2 femmes, l'une était morte à ses pieds, l'autre, déjà appesantie par les approches de la mort, lui arrangeait encore le diadème autour de la tête. Un des gens de César lui ayant dit en colère: « Ah, voilà qui est beau !» « Oui, répondit-elle, très beau, et digne d'une reine issue de tant de rois. » Et elle tomba morte, elle aussi. Cléopâtre avait seulement 39 ans, mais 22 ans de règne. Là aussi, on touche à extraordinaire. Octavien écrira encore Plutarque, tout fâché qu'il était de la mort de Cléopâtre, admira sa grandeur d'âme et la fit ensevelir avec une magnificence royale auprès d'Antoine. Légende de leur vivant, Antoine et Cléopâtre entraient dans la légende, morts ensemble. On ne sait pas vraiment pourquoi on tombe amoureux et on ne choisit pas qui on aime. Et Appien écrit: on dit qu'Antoine avait conçu pour elle, alors qu'elle n'était encore presque une enfant, 14 ans en effet, une sorte de désir au premier coup d'œil. Antoine était alors chef de la cavalerie d'Alexandrie. Aperçu 10 secondes, sans la revoir pendant des années. Mais le destin veut réunir ceux qui s'aiment. Vous connaissez ce texte, mais si, écoutez. Qui voudrait connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je ne sais quoi, Corneille, et les effets en sont effroyables, ce je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, écrira Blaise Pascal, 1600 ans plus tard. Antoine et Jules César ont eu chacun de très très nombreuses maîtresses avant de rencontrer Cléopâtre. Puis ensuite, seul aura compté Cléopâtre. L'irrésistible Cléopâtre, charmante Cléopâtre, qui n'aura dans sa vie eu que ses amours, mais quels amours! On les a tués tous les 2. Il ne lui restait plus qu'à les suivre. Eros est proche de Thanatos, c'est une tragédie grecque à Alexandrie, terre d'Égypte. Leur tombeau n'a pas été retrouvé. Il est doux de penser qu'Antoine et Cléopâtre sont toujours ensemble.